Les nouvelles justices avec Jacques Lalanne. Ici Jacques Lalanne. Bienvenue à la série Les nouvelles justices. Des entretiens avec des professionnels qui pratiquent des méthodes innovatrices pour parvenir à un règlement juste. Notre invité est aujourd'hui Serge Charbonneau, médiateur au Service correctionnel canadien. Serge Charbonneau, bienvenue sur Radio-VM. Bonjour, M. Lalanne. Vous êtes médiateur au Service correctionnel canadien. Il y a donc un service de médiation. Vous pratiquez la justice réparatrice. Exact. Je pratique la justice réparatrice, mais en fait, médiateur, c'est pour le programme du Service correctionnel Canada qui se nomme Opportunité de justice réparatrice. Alors, ce programme-là a été mis en place à partir du 1er avril 2004. Il a maintenant... il va avoir 15 ans très bientôt. Oui. C'est pas un poisson d'avril, en plus. Alors, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce programme? Ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est de permettre à des victimes et des contrevenants, des détenus, d'entretenir des rapports avec la supervision d'un médiateur. Donc, entretenir des rapports, ce que je veux dire, c'est des échanges, des discussions, échanger des lettres, se rencontrer en face à face. Alors, le service correctionnel a initié, c'est une mode de gestion, finalement, qui a pris place depuis maintenant plus de 25 ans, une trentaine d'années dans l'Ouest canadien, sous l'initiative de Dave Gustafson et Sandy Bergen. Vous organisez des rencontres entre les victimes et les détenus. Exactement, oui. En fait, des rencontres des fois, des échanges de lettres, des échanges audio, des échanges de vidéos. Entre le détenu et sa victime? Et sa victime, oui. En fait, sa victime, lorsqu'il s'agit de meurtre, c'est des proches. La famille autour. C'est la famille, c'est des fois des amis. Alors, mais ce sont des gens qui sont directement concernés. Directement liés. Oui. Si j'ai fait un vol avec effraction dans une maison, je communique avec les gens qui vivent dans cette maison. Ce serait un exemple qui serait peut-être peu probable, parce qu'au service correctionnel, les infractions que nous prenons en charge, ce sont ce que on appelle la plupart des infractions graves. Plus graves que ce que je viens de nommer. Sans réduire l'importance d'une introduction par infraction qui est quand même terrible pour les victimes qui vivent ces expériences-là. Et ce n'est pas le... On va dans des crimes plus graves. En fait, ce n'est pas l'infraction la plus répandue. Il arrive que nous ayons des infractions du type introduction par infraction. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme plus répandu? La majorité des infractions concernent des meurtres. Des meurtres. Ensuite, toutes des infractions de nature sexuelle, ce qui veut dire inceste, agression sexuelle, il y a des tentatives de meurtre, et il y a aussi des vols qui ont eu des conséquences très importantes pour les victimes. À main armée, des choses comme ça. À main armée, des invasions de domicile avec des séquestrations et des choses comme ça. Ce sont d'ordinaire la plupart des infractions qui nous sont confiées. Voilà. Votre but, c'est de faire de la justice réparatrice. Qu'est-ce que vous entendez par réparatrice? En fait, ici, vous savez, lorsqu'il y a des infractions dans notre société, ce qui est pris en compte, c'est davantage la personnalité de l'auteur, c'est le type d'infraction qui est traité. Donc, le but premier du système de justice, c'est de réagir à l'atteinte à notre code de vie. Alors qu'en justice réparatrice, c'est davantage de traiter les torts, les conséquences de ces événements-là. Réparer les torts qui ont été causés. Le mot réparer, c'est un mot qui a plusieurs sens. Ouais. Si vous recherchez dans un dictionnaire, si on s'abuse comme ça. Il y a plusieurs sens chez vous, j'imagine. Il y a plusieurs sens, puisque, en fait, il prend un sens particulier. Je ne voudrais pas est-ce que c'est possible de réparer? Je vous dirais, c'est très difficile d'affirmer comme ça. On m'a enlevé un enfant, on va réparer. On ne peut pas réparer tel quel. Donc,
Alors, ce mot, justice réparatrice, c'est le mot qu'on utilise, mais on ne voudrait pas non plus heurter des gens qui... c'est pas réparé, là. Il y a de l'irréparable, et on se comprend bien. Maintenant, tout en étant irréparable, il y a des gens qui demeurent, malgré l'expression de la justice telle qu'on la connaît, la condamnation de l'accusé, il y a des gens qui demeurent très, très, très affectés, et qui, pour toutes sortes de raisons, veulent rencontrer la personne ou veulent discuter avec les personnes qui ont été directement impliquées. Alors, les victimes vous demandent de rencontrer... Oui, les victimes nous demandent. Les détenus nous demandent de rencontrer. Les détenus aussi. Les détenus aussi. Donc ça fait l'affaire des deux, si on peut dire. Ça répond à un besoin chez l'un et chez l'autre. Je pense que faire l'affaire, je préfère votre expression où ça répond à un besoin, effectivement. Oui. Et les besoins sont variés. Il n'y a pas qu'une seule expression de dire les gens... par exemple, il y a des gens qui... peuvent pardonner, mais c'est très... C'est pas nécessairement le but de votre opération. C'est vraiment pas le but de notre opération. Nous accompagnons les gens dans un objectif constructif qui ne les met pas en danger. Donc, ce sont les deux conditions qu'on doit réunir. Des objectifs constructifs et où les gens ne se mettent pas en danger. Nous accompagnons les gens afin qu'ils trouvent des réponses à leurs besoins, à leurs questionnements, et qu'ils puissent obtenir finalement... On dirait que l'un et l'autre cherchent une forme d'apaisement. Bien, écoutez, vous voyez, c'est... je vous dis, vous n'avez pas tout faux, mais vous avez aussi tort quand vous affirmez ça. C'est en partie. Je ne peux pas résumer à un seul objectif les raisons pour lesquelles. Et en plus, il y a des fois où je réunis deux personnes, un détenu et une victime, et les gens ne se rencontrent pas pour les mêmes raisons. Bien sûr, chacun a ses buts dans la vie, on dirait. Ben là, ici... Ils n'étaient pas au même endroit. Ils ne sont pas au même endroit, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des détenus et des victimes qui sont capables de répondre à des attentes respectives de l'un et l'autre dans le cadre de ces échanges-là. Donc, c'est ce qu'on constate. Si on regarde du côté de la victime, pour commencer, qu'est-ce qui motive la victime à vouloir rencontrer la personne qui l'a agressée? Donc, vous savez que je vais reprendre la formule. Il y a plusieurs motifs qui vont conduire les victimes. Nommez-nous-en quelques-uns. Je vais vous en nommer quelques-uns, bien entendu. Mais je vais tout de suite c'est très personnel. Nous mettre en garde d'arriver à des conclusions très générales sur ces Chaque motifs. Personne a ses motifs. Oui. Ça devient assez particulier. Et le propre de notre travail, c'est de respecter cette particularité, en autant qu'elle soit constructive et qu'elle ne mette pas les gens en danger. C'est vraiment de trouver l'essence qui est propre à chacune des personnes qui veulent s'inscrire dans cette démarche-là. Par exemple, quels sont les besoins qu'ils vous mentionnent peut-être le plus souvent? Enfin, les gens ne vont pas s'exprimer en fonction de besoins. Les gens vont s'exprimer en « je veux ». Mm-hmm. Je veux rencontrer, j'ai toujours su, dès le départ, je dois le rencontrer. Maintenant, à quel besoin est-ce que cela correspond exactement? C'est un travail qu'elles font avec nous, d'identifier peut-être plus rationnellement ou consciemment qu'est-ce qui les chicote depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les motive? Parce que c'est quand même assez fort. Alors, vous faites un travail d'introspection un peu avec eux? Je vous dirais, c'est pas un travail de psychologie, c'est un travail très simple et qu'il s'agit de ramener les gens à eux-mêmes, à leur propre moment. À partir de quel moment avez-vous songé à ça? Donc, c'est un travail qui... Ça vous est venu à quel moment? Comment ça vous est apparu? Comment avez-vous parlé de ça? Avez-vous parlé de ça avec quelqu'un? Et c'est là où on apprend et même la personne exprime tous les motifs pour lesquels elle s'inscrit. Elle dit « je rêve à ça toutes les nuits », des choses comme ça? Certaines, oui. Certaines, oui. Certaines personnes ont des cauchemars réguliers. Elles pensent que les cauchemars vont cesser parce qu'elles apprendront, elles auront des réponses à leurs questions. Certaines personnes veulent
tout simplement savoir si elles avaient été aussi en danger dans le cadre d'infractions particulières. Est-ce qu'ils voulaient vraiment la Voyez-vous, tuer ou juste la menacer? Des choses comme ça, des questions qu'elle se pose? Ben, on devra probablement un peu, si vous voulez, approcher davantage des motifs, situer les infractions de meurtre, les infractions reliées à l'inceste, les agressions sexuelles. Il y a plus de généralisation à faire lorsqu'on fait ces petites divisions. Ben, en fait, ces catégories-là. Par contre, une chose qu'on ne pourra pas faire, c'est comment les gens sont heurtés par ça. Autant les gens qui commettent ces infractions que les gens qui les ont vécues. Il y a ici peut-être une réunion à faire. C'est très personnel. C'est très personnel. Et il y a beaucoup d'impacts qui affectent ces gens-là. Et les détenus, quels sont leurs motifs quand ils vous parlent qu'ils veulent rencontrer la victime? Je crois qu'il y a beaucoup de programmes institutionnels qui sensibilisent les détenus sur les impacts de leur comportement. Et lorsque certains débutent, premièrement, ils sont rares. Ils sont rares ceux que je rencontre. Je ne peux pas m'exprimer, je ne suis pas une étude scientifique. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour faire la science. Dans les détenus que je rencontre, ils sont rares ceux qui disent « j'ai eu beaucoup de plaisir à commettre cette infraction-là ». Et vous dites « j'ai du remords ». Ces gens-là ont beaucoup de remords. Ces gens-là, la plupart ça les torture. Ça les torture. Eux aussi font des cauchemars. Je ne sais pas s'ils aussi font des cauchemars du même type, mais ce que je vous dirais, c'est que je ne crois pas que ces gens sont sont confortables avec leur comportement. Loin de là. C'est probablement un des moments les plus difficiles de leur vie. Leur conscience les travaille? Si vous voulez utiliser le mot conscience ou leur éducation ou leur morale, il y a plein de mots qu'on pourrait utiliser, mais je pense que ce n'est pas le propre des détenus que j'ai rencontrés de se sentir confortables. C'est plutôt l'inverse. Ils ont de la difficulté à s'excuser, à s'accepter comme personne qui a commis ce geste horrible. Ils se jugent eux-mêmes très sévèrement. Je crois que oui. En fait, plus qu'on imagine. Je ne sais pas ce que les gens s'imaginent, mais... Souvent, on s'imagine que le criminel justifie son acte. Je pense que la plupart des gens ne vivent pas facilement. En tout cas, les gens qui sont dans les pénitenciers, à tout le moins ceux que moi je rencontre, ne vivent pas bien avec ce qu'ils ont fait. Vous nous suggérez, pour alimenter notre réflexion, d'écouter « Tenir debout ». Qu'est-ce que cette chanson a en lien avec votre travail? En fait, on pourrait faussement croire que tout appartient à l'individu et tout est une motivation intrinsèque dans ce qu'on doit faire. Mais ça demeure indispensable. Et dans cette chanson-là, il y a aussi, je crois, toute une sagesse où on montre la complexité de la vie, les nuances de la vie, je crois, sont bien imagées. Je trouve le texte extraordinaire. Et mon travail, c'est de constamment composer avec ces nuances qui font en sorte que ce que je vois, c'est à jamais noir et blanc. En fait, si vous voulez, c'est jamais rouge et bleu. C'est beaucoup plus nuancé. Je crois que cette chanson-là l'illustre bien. D'accord, écoutons donc Fred Pellerin. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends
à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Vous êtes à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices. Notre invité est aujourd'hui Serge Charbonneau et il est un médiateur au Service correctionnel canadien. Vous nous dites qu'à titre, dans un objectif de justice réparatrice, vous organisez de la correspondance, des liens et même des rencontres entre les détenus, donc ceux qui ont commis un crime grave, et leurs victimes. Concrètement, comment ça s'organise? Une victime vous téléphone, elle dit « j'aimerais rencontrer mon agresseur ». Bien, je crois que concrètement, il y a des démarches qui sont peut-être dans la collectivité des victimes, vont discuter avec des organisations d'aide aux victimes, vont discuter avec des policiers. Et aujourd'hui, le programme jouit quand même d'une certaine je dirais pas de notoriété, mais davantage connue. Alors, il y a des organismes qui connaissent votre travail. Qui connaissent notre travail et qui vont probablement orienter les victimes vers le programme de justice réparatrice. Et donc, la victime vous appelle? La victime appelle, effectivement. C'est pas moi personnellement qui téléphone, mais votre service, notre service, contacte notre service. Et là, comment ça se passe? Là, il y a quelqu'un qui la rencontre? En fait, c'est toujours nous. Vous la rencontrez? En fait, il y a au Canada une vingtaine de personnes qui font le même travail, métier que vous. Même métier que moi. Et dans chacune des régions, pour le Service correctionnel Canada, il y a 5 régions au Canada. Le Québec en est une. Prenons par exemple au Québec, ici, il y a présentement 4 médiateurs qui sont disponibles pour organiser ces activités. C'est vous ou l'un des 4 autres qui rencontre la victime. Qui rencontre la victime. Et là, votre but, c'est de saisir sa motivation? En fait, ici, mon objectif très, très, très précis, c'est de lui donner l'information sur le programme, qu'elle comprenne bien, qu'elle sache dans quoi elle s'embarque. Qu'elle sache qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, comment on va le faire très, très, très précisément. Alors, un entretien qui dure d'ordinaire environ 2 heures. 2 heures. La plupart de ces entretiens-là durent toujours environ 2 heures. Ce 2 heures doit être consacré... d'approfondir la question. Oui, puis en fait, moi, c'est pas un 2 heures qui est consacré sur ce qui s'est passé. C'est un 2 heures qui est consacré sur voici le service et qu'est-ce que vous voulez réaliser. Voici ce qu'on peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce qu'ensemble, on peut voir que ce service-là risque de vous permettre d'atteindre ce que vous cherchez? Vous lui expliquez jusqu'à quel point son désir de rencontrer son agresseur peut être satisfait. Si vous voulez connaître mon travail, je vous dis, c'est rare que j'explique, que j'amène quelqu'un à comprendre exactement quel est le travail, quel est le service. Donc, ça passe au-delà de la stratégie d'expliquer, c'est d'amener la personne à réaliser ce que je fais, ce qu'elle demande et réaliser dans quoi elle est en train de s'inscrire. Donc, c'est ça ma première démarche. De rejoindre son cheminement. Et qu'elle puisse entrevoir et même réfléchir à la question, est-ce que je veux m'inscrire dans cette démarche-là, démarche qui est
de toute forme de contact avec la personne qui m'a agressé ou qui a agressé Alors, quelqu'un. vous lui dites, vous pourriez lui écrire, vous pourriez lui téléphoner, vous Je pourriez lui dis que la mon travail rencontrer. va être d'envisager ça, mais c'est pas parce que quelqu'un me dit je veux rencontrer que ça va se passer comme ça. nécessairement qu'elle va choisir de rencontrer. Ça se peut qu'elle prenne d'autres choses. On va explorer l'ensemble. Qu'est-ce qui des répondrait dimensions. le mieux à ce qui l'amène vers vous à ce moment-là? En fait, je dois comprendre les motifs pour lesquels, et je dois voir aussi à ce qu'elle ne se mette pas en danger. Donc, Qu'elle ne se mette pas en danger psychologiquement? Psychologiquement, principalement. C'est rare qu'il y ait des dangers physiques, mais psychologiquement... Qu'elle n'ait pas de faux espoirs, par exemple. C'est une bonne expression, en fait, que les attentes soient réalistes, et compte tenu que nous ne connaissons pas au moment où elle prend contact avec nous, nous ne connaissons pas l'autre personne, nous ne savons pas... Oui, la question se pose, est-ce que l'autre veut aussi? Voilà, Alors, donc, une fois que vous avez rencontré la victime pendant 2 heures, vous repartez dans l'autre sens pour rencontrer l'agresseur pendant 2 heures. Et je dois lui porter un message. Et la victime veut te rencontrer. Il pourrait dire non. Oui. Donc, vous comprenez... Mais vous ne lui demandez pas tout de suite de dire oui, non, vous parlez avec lui, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Vous venez de comprendre que le plus important pour une victime, c'est de comprendre et de bien saisir que cette démarche dans laquelle elle s'est déjà investie, puisque je suis devant elle, cette démarche pourrait se terminer abruptement. Oui, si l'autre dit non, c'est fini là. Voilà. Et l'importance qu'elle accorde à cette démarche-là... Elle doit être prête à accepter un oui. Voilà. Donc, lorsqu'on parle du bien-être de quelqu'un, vous saisissez que ma première tâche, c'est de voir à ce que admettons que cette demande soit frustrée. Vous la préparez à ça dans les 2 heures en question. Elle se prépare à ça. Oui. Vous lui expliquez ce qui l'attend. Elle travaille avec moi à réaliser qu'il est possible que ça se termine assez rapidement par un non. Et là, on est rendu au détenu. Et quel est votre travail auprès du détenu pour organiser une pareille... Mais lorsque je vais rencontrer un détenu, de toute manière, le détenu aura été contacté par l'institution. Donc, quelqu'un dans l'institution va lui avoir dit... Il y a un médiateur... Un message du service qui travaille pour la justice réparatrice qui va venir te rencontrer. Le détenu peut demander des informations à l'effet que c'est ça au juste, oui. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est ça au juste? Quel est cet énergumène qui... Et je prends rendez-vous avec le détenu, je me déplace dans les établissements et j'arrive et je rencontre le détenu, je lui explique mon travail et je refais essentiellement la même chose. Parenthèse, la victime, vous l'avez rencontrée à quel endroit? La plupart du temps, au centre correctionnel? Non. Ah, la victime, vous la rencontrez en ville, si on dit? Si vous voulez, chez elle la plupart du temps. Ah, chez elle? Ben oui. Ah, OK. Parenthèse, on retourne chez notre détenu. Lui, vous le rencontrez à l'intérieur des murs, bien sûr. S'il est à l'intérieur des murs. Ah, parce que des fois, il est déjà sorti? Exact. En maison de transition ou même rendu chez lui, voilà. Il refait sa vie? Ben écoutez, oui, si vous dites... C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais la plupart du temps, c'est entre les murs? Oui. La majorité des dossiers, les gens sont encore détenus, oui. Et quelle réaction ils ont quand vous leur proposez pareil contact? Ben, les réactions encore ici sont multiples. Hein? Sont très variées. Vous m'avez fait... Oui, on peut pas trop... Vous m'avez fait parler d'une chanson. Avec vous des dit nuances. Que le monde est voilà. Pas noir et blanc. Et ce n'est pas donnez-moi noir et blanc. quelques couleurs, 3-4 réactions possibles. Il est surpris, j'imagine. Je vous dirais qu'il y a des gens qui sont surpris. Beaucoup de gens sont soulagés. Soulagés? Soulagés, oui. Ouais. Ça les soulage de savoir que la victime veut les voir face à face? En fait, des fois, ça dépend d'un espoir. Ah oui? Oui, ça vient toucher à quelque chose que... Il voudrait qui ne se serait jamais autorisé.
Certains disent qu'ils ne se seraient jamais autorisés de faire cette démarche, mais ils sont bien heureux de... Que vous leur Écoutez, proposiez. Vous comprenez que les mots que j'utilise ici... Oui, c'est nuancé, non, mais il faut aussi les mettre dans le contexte, faire attention, parce que je pense pas que les gens... personne saute de joie, il y a personne qui veut... Non, mais il dit, ça fait longtemps que j'y pense. Il y en a quelques-uns qui... Il y en a d'autres qui sont complètement surpris, qui n'auraient jamais cru ça possible, qui disent qu'ils sont à des années-lumière de cette idée, puis que c'est un choc. Non pas qu'ils ne sont pas réceptifs, ils sont très réceptifs. Mais ils ont besoin d'y repenser? Non, ceux-là, la plupart de ceux-là vont me dire, je crois que j'aurais besoin de travailler beaucoup avant d'être à la hauteur de la situation. Ouais. Ils entendent par à la hauteur être... de réfléchir, de se préparer, d'envisager la chose, si je vous fais un clin d'œil et que vous ne généralisez pas, je vous dirais... je pense que depuis que je suis ici à l'intérieur des murs, ce que j'ai fait, c'est vouloir oublier ce que j'ai fait. Ah oui? Vous voudriez que je me replonge là-dedans? Non, c'est pas vous voudriez. Elle m'oblige. Elle m'amènerait à me replonger là-dedans. Je ne peux pas faire autrement, par respect pour elle, que de replonger dans ça. Et ça va être difficile pour moi. Je suis prêt à le faire, mais ça va être difficile pour moi. Ah oui. Il y en a que c'était la chose qu'ils attendaient et il y en a que c'était la dernière chose qu'ils attendaient. Je ne dis pas que c'était la dernière chose qu'ils attendaient. Il n'y a personne qui m'a dit que c'est la dernière chose que je suis surpris. Et puis ce que je vous disais, c'est qu'il y a des gens qui vont devoir travailler beaucoup puisque c'est difficile de vivre avec cette... pour tous, c'est difficile. Intérieurement, ça les secoue. Et ça les secoue. Et ils estiment que ils devront se préparer. D'accord. Se préparer beaucoup. Comme nouvelle chanson, toujours pour alimenter notre réflexion, ça a un lien avec ce que vous faites aussi? Oui. Peut-être certains passages particuliers bien que ça me semble tourner autour d'une histoire d'amour, prendre les gens alors qu'ils sont très, très loin. Il y a dans cette chanson-là je vous laisserai découvrir des images qui m'inspirent. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un extraordinaire poète, Tire le Coyote. Écoutons donc Tire le Coyote. Je veux t'emmener dans mon bunker, là où le bonheur coûte pas une scène, là où l'amour est fort comme un tracteur. Ça tente-tu de voir jusqu'où la route mène? Allons-y sans penser à demain, avec comme seul outil l'instinct. Baisse un peu la garde, arrache ton armure. Dépouille ton esprit de réflexion future. Te souviens-tu au magasin? Je t'ai trouvé dans le rayon des soleils. Depuis j'en ai pour mes sentiments. Tu brilles si fort, tu m'éclaires à merveille. Je l'ai eu travers
bluffais d'en face comme au poker. Mais c'est vrai qu'avec toi, ça me paraît clair. L'anse de cœur s'est glissé dans notre jeu. Prends toujours le temps de me dire je t'aime avant que la mort nous passe au tordeur. Je te vois encore rôder comme un chasseur. Quand le coyote dégaine, c'est de l'amour qui me sème. Je me souviens au magasin, tu m'as trouvé dans le rayon du soleil. J'espère que t'en as pour tes sentiments. Je prie plus fort quand tes yeux s'émerveillent. Trouvé dans le rayon des soleils. Dans chaque raccoin de nos sentiments, on va briller jusqu'au dernier sommeil. Vous êtes à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices sur Radio-VM. Notre invité est aujourd'hui Serge Charbonneau. Il pratique la justice réparatrice à titre de médiateur au Service correctionnel canadien. Et là, quand la rencontre a lieu, dans quel pourcentage les gens acceptent de part et d'autre? Dans quel pourcentage des cas ça va se limiter à un échange de lettres? Et combien vont accepter de participer à un face-à-face? Donc, on va tomber un petit peu dans un autre registre. Là, c'est un autre registre de mon cerveau auquel vous faites appel. Ben, en gros... non, c'est bon. Ouais. On y va. On y va. On y va. Écoutez, c'est très différent lorsqu'on parle de cette question-là et qu'on parle de groupes de détenus et de groupes de victimes. Les références ici des données sont totalement différentes. Mm-hmm. Alors, par exemple, les détenus, quel est le pourcentage des détenus qui demandent? Je n'ai pas vraiment de chiffres sur cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les proportions, quelle proportion de nos demandes de services émanent de détenus et d'autres de victimes? Mm-hmm. Alors, c'est 60% émanent des détenus et 40% émanent des victimes. Et ça, c'est au Canada pour environ 200 nouveaux dossiers annuellement. Donc, c'est un peu plus souvent le détenu qui veut rencontrer sa victime que l'inverse. Voilà. Maintenant, quand les victimes demandent et qu'on apporte cette information-là aux détenus, 95% des détenus acceptent. Disent oui. Ah bon? Maintenant, dans l'autre sens. Quand on apporte l'information aux victimes, et là, ici, le nombre est beaucoup moins important. On a environ Écoutez, c'est difficile de dire des chiffres parce que c'est... c'est un peu comme... Mais je vous dirais
pour moi, déjà, joindre les victimes, c'est pas facile de les retrouver, C'est les pas retracer. facile. Oui. Et aussi, on ne peut pas, notre service ne s'autorise pas un contact direct avec les victimes. Alors, si je dois vous rejoindre, vous, M. Lalande, qui êtes victime de je C'est ne à sais travers trop une quoi, association? c'est à travers les policiers qui étaient près de vous au moment. C'est à travers les procureurs de la Couronne qui vous ont vont accompagné, transmettre votre message. qui vont vous transmettre un message à l'effet que... Et pourquoi ça prend un intermédiaire comme ça? Afin que les gens qui vont vous parler de ça, ce soient des gens qui vous connaissent, qui savent qu'ils peuvent vous le présenter, qui sachent que vous avez déjà une... vous savez, quand à froid comme ça, on contacte une victime et qu'on n'a aucune information, il est risqué, c'est délicat. Donc, on ne veut pas courir ce risque-là et on préfère que ce soit des gens qui sont déjà connus des victimes et qui peuvent arriver et bien présenter ça et dire je fais juste vous apporter une information. Le détenu a contacté un service. Donc, je retiens que ça arrive beaucoup plus souvent que le détenu sent le besoin de revoir sa victime pour différentes motivations que l'inverse, évidemment. Bien, on pourrait dire que ça arrive beaucoup plus souvent. Ça arrive plus souvent. Donc, c'est 60-40. Alors que c'est quand même... c'est 95% des oui, lorsque ça leur est demandé aussi. Oui, ça, c'est autre chose. Mais ça veut dire que ça répond à un besoin à ce moment-là. Ça fait clic. Bien, écoutez, c'est des raisons qui sont tellement... C'est deux mondes qui sont complètement différents. Je veux dire, vous avez des détenus qui, pour beaucoup, ont participé à des programmes, pour beaucoup, vivent des conséquences importantes, je veux dire, en privation de liberté. Donc, il y a certainement beaucoup de facteurs qui font en sorte que ces éléments-là soient... Et en plus, ils ne sont pas... même s'ils sont affectés, ils ne vivent pas des conséquences, ils n'ont pas seulement des traumatismes, s'ils n'en ont pas nécessairement, parce que certains en ont. Il faut faire toujours attention à ce qu'on dit. Alors, mais pour les victimes, il y a beaucoup de victimes qui ont été touchées par des infractions graves, qui ont des traumatismes très importants. Donc, les contacter, imaginer ces choses-là, on estime, selon des études, qu'il y a environ 25% des victimes qui pourraient éventuellement envisager cette question-là. Et, quand vous avez un match, vous organisez une rencontre et vous êtes médiateur, donc vous assistez à la rencontre, vous animez cette rencontre. Oui. Et il y a une ou plusieurs rencontres en général? Alors, bon, il y a toujours ce qu'on appelle des rencontres préparatoires. Où vous rencontrez chacun de son côté? On rencontre chaque personne individuellement, à la raison de 2 heures environ à chaque fois. Ah oui? Plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois avant pour se préparer. C'est ça, pour que ces personnes-là se préparent, pour que ces personnes-là envisagent l'ensemble des circonstances qui sont, si vous voulez... c'est la rencontre de leur vie, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est la rencontre à ce moment-là, mais c'est quand même une rencontre qui concerne leurs proches, qui concerne leur travail et qui risque d'avoir un impact sur eux personnellement. Alors, il y a une série de choses à considérer. Vous les préparez à... Elle se prépare. Elle se prépare, oui. Elle se prépare à ces personnes-là, que ce soit le détenu ou la victime, ils se préparent à un échange, à être honnête. À être honnête. En fait, elle se prépare à rencontrer quelqu'un et de voir comment elles pourront savoir si l'autre est honnête. Ah oui, ça les chicote aussi. Oui, ça les chicote, mais ce qui va être important ici, c'est de savoir comment allez-vous arriver à déterminer, si vous voulez l'honnêteté, si vous voulez la vérité, comment allez-vous arriver à déterminer que l'autre personne vous la livre? C'est ça c'est parce que c'est toujours difficile de... Vous voyez, donc... mais c'est rarement un enjeu à la fin de ces rencontres-là, lorsque les rencontres se mais sont dans produits. la préparation, il y a des personnes. Vos ancrages, vous dites, bon, une bonne préparation, ça permet de telle chose. Oui, une bonne préparation, ça permet à tout le monde de bien saisir les motifs pour lesquels, au départ, elles se sont inscrites dans ça. Personnellement, oui. Les motifs pour lesquels elles poursuivent.
Ça va? Oui, la démarche. Donc, dans la démarche, maintenant qu'elles en comprennent, ces choses-là. Et une bonne préparation, ça veut dire aussi les circonstances, ce qui m'entoure va être aussi important. Si je n'ai pas parlé à personne de ça, c'est très difficile de cacher tout ça. Pourquoi j'en ai pas parlé? Donc, au cours de la préparation, il est possible que certains d'entre eux se disent, bien, je dois avant tout parler à mon conjoint à qui je n'ai pas dit que j'allais rencontrer. Ah ben oui, bon, vous comprenez. Ça bouscule leur vie un peu. Certaines personnes n'avaient peut-être pas envisagé l'ensemble des dimensions et nous, on est là pour leur permettre de réaliser l'ensemble des dimensions de cette démarche-là, qui peut être touchés par ça, comment ils peuvent être touchés eux-mêmes, comment ils devront composer avec ça, s'ils ont des enfants, au sortir de la rencontre aussi, dans quelle situation, dans quel état vont-ils se retrouver. Et les détenus, vous le préparez dans la même direction? Dans la même direction, sauf que les détenus, si vous voulez, on a un soutien de l'institution qui va prendre en charge le détenu et qui vont l'accompagner lorsqu'on sort des rencontres préparatoires, lorsqu'on sort de la rencontre de médiation comme telle. Il y a du personnel qui vont s'occuper. Alors que la victime, c'est nous qui devrons la préparer directement. La préparer et l'accompagner et même après les rencontres, lui offrir un certain soutien. Un soutien complémentaire à d'autres soutiens, parce qu'il y a toujours aussi d'autres soutiens. Dans son milieu, ça peut être du soutien personnel, ce qu'on appelle des proches aidants, mais ça peut être aussi du soutien professionnel. Et notre travail est complémentaire à ce soutien-là, donc on ne se substitue pas aux professionnels ou aux proches aidants, mais le temps de cette démarche-là, on est très présent et toujours en discussion avec des gens qui... Alors, c'est ça, une bonne préparation, ça permet ça, et c'est aussi de situer quelle va être cette discussion, quelles sont les choses importantes, et de comprendre aussi qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on se demande à nous-mêmes et qu'est-ce qu'on demande à l'autre. D'accord. Vous nous suggérez d'écouter aussi une chanson, Le loup et le renard. Ça a un certain lien avec votre travail de médiateur? Ah, celle-ci, elle est vraiment très, très, très simple. Très, très simple, très imagée, mais très simple. En fait, c'est un peu sous un air de musique traditionnelle. En fait, ça fait une chanson traditionnelle, mais qui nous dit, dans le fond, encore là, une image très, très forte, comme quoi il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on est capable de, je dirais pas de régler, mais de discuter, simplement par la présence de quelqu'un d'autre. D'accord. Écoutons donc Paul Piché. Dans un sentier près de chez nous, vivait le renard, vivait le loup. Oh, ils s'engueulaient comme les enfers. Vivait le renard, vivait le loup. Vivait le renard, vivait le loup. Je les ai vus près du ruisseau. J'arrivais entre chien et loup. Le renard était roux comme Louis Saint-Pierre. Le loup était noir, noir comme les loups. Fier de l'hiver, fier d'être un loup. Moi j'ai voulu les arrêter. Comme jamais je me suis mis à crier. Avant qu'il y en ait un qui se fasse mordre la gorge. Avant qu'il y en ait un qui se fasse étrangler. Je leur ai tendu le plus beau piège qu'un homme jamais placé. Je leur ai tendu ma main pleine de neige. Ils l'ont senti, ils l'ont aimé. Le renard monta sur mes épaules. Le loup s'est mis à chanter. Il nous a
mis à marcher. Vive l'amour, vive l'amitié. C'est l'histoire la plus tendre que j'ai pu imaginer, pour qu'enfin tes membres se détendent, pour qu'enfin on puisse s'aimer. C'est l'histoire la plus tendre que j'ai pu imaginer, pour qu'enfin tes membres se détendent, pour qu'enfin on puisse s'aimer. Vive l'amour, vive l'amitié. Vous êtes sur Radio-VM à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices et notre invité est aujourd'hui Serge Charbonneau. Il est médiateur et pratique la justice réparatrice au Service correctionnel canadien. Donc, à titre de médiateur, vous animez cette rencontre. Oui, on anime les rencontres ou les autres formes d'échange, échange de lettres, de vidéos, des choses comme ça. Donc, on est... Des fois, c'est des rencontres par vidéo. J'en ai... Non, mais non? Moi, j'en ai pas connu. Il y en a. Il y en a que c'est des rencontres par vidéo. Donc, oui. Lorsqu'il y a des rencontres par vidéo, vous comprenez que ça prend 2 médiateurs. Ah oui, un chaque bout. Oui, si vous dites à chaque bout, si on est au bout de quelque chose. Oui. Un est en Gaspésie et puis l'autre est à Sainte-Anne-des-Plaines. Il y a un virtuel qui nous réunit. Alors, oui, ça nécessiterait la présence. Mais ce que j'ai fait, moi, à quelques reprises, c'est des enregistrements que je portais à l'autre et je répondais par un enregistrement. Alors, donc, c'était pas... Disons, la rencontre ultime, le face-à-face, c'est vous qui animez ce face-à-face. Exactement. Et quels sont les points principaux, déterminants, cruciaux pour le médiateur à ce moment-là? Bien, vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est différent à chaque fois. Non? Mais puisque sans ça... C'est pas un métier ennuyant, c'est nouveau à chaque fois. C'est presque nouveau à chaque fois. Il y a peut-être une chose qui est constante, c'est que mon travail est pas... mon travail est un peu comme la dernière chanson qu'on vient d'entendre. Ma présence est déjà probablement beaucoup et incarne déjà beaucoup. Les gens sont préparés, donc les gens ont compris qu'est-ce que cette conversation-là. Ils en ont saisi. Ils se sont développés une force pour entreprendre cette démarche-là, si bien qu'ils, je vous dirais... j'ai souvent l'impression que si je n'étais pas là, tout se passerait très bien. Les gens animent, discutent entre eux, savent ce dont ils veulent discuter et mon rôle va consister essentiellement... Il y a un plan à cette discussion ou vous leur dites tout simplement bonjour? La plupart des gens savent qu'est-ce qu'ils vont faire là, puis ils s'en souviennent non pas avec un ordre du jour. Mais ils ont quelque chose à dire. Je veux lui dire quelque chose. Certains veulent dire des choses, certains veulent des réponses. Ils ont des questions. Ils ont des questions, ils veulent des réponses précises et des choses comme ça. Alors, chacun a si vous voulez, son agenda, ses thèmes, ses préoccupations qu'il connaît. Mon rôle va consister alors aussi à être un peu le soutien à quelque chose qui s'oublierait. Donc, si jamais quelque chose s'oubliait, je pourrais éventuellement revenir et dire... vous m'aviez dit que ça serait peut-être le temps maintenant de poser votre question. Bon, M. Lalande, je vous dirais tout simplement comme... Est-ce que vous n'avez pas oublié la question du service correctionnel? Oui. Alors, c'est simplement un rappel et pour les 2 personnes qui savent là, ils le savent très bien que mon rôle est là, donc il n'y a personne qui est perturbé par ça. Si je rappelle à une partie qui avait une dimension qui était capitale et qu'il me semble être en train de... Alors, vous modelez l'entretien sur ce que chacun voulait dire et sur les questions que chacun voulait poser. Les gens savent que l'autre personne vient pour plusieurs motifs. Ils ont envisagé ces choses-là. Ils se sont préparés à être le plus adéquat pour l'autre personne. Donc, ça fait une conversation où les gens conduisent la conversation par eux-mêmes. J'ai peu de choses à faire, sinon que de dire que ça serait peut-être le temps de prendre une pause. Sinon, des fois, d'apporter mon grain de sel, à rappeler à quelqu'un
qui vont Oui, venir, dans des la choses- rencontre préparatoire, vous Oui, aviez c'est ça. J'avais dit parlé ça, de... ces choses-là. Il y a des fois des questions techniques à la fin des rencontres qui peuvent être abordées sur lesquelles on s'adresse à moi. Mais je vous dirais, nous sommes, nous sommes de peu de mots dans ces moments-là. Alors que pour La pour les parole est rencontres- à eux. c'est oui. ça. Alors que pour les rencontres préparatoires, nous avons Beaucoup de choses à leur faire beaucoup voir. de choses à l'agenda. Ici, sincèrement, les gens, c'est leur moment. Comme un bon animateur, vous les faites parler, vous les laissez parler, je dirais. Si c'est ce qu'on appelle un bon animateur à ce moment-là, Oui. je le prendrai. Quelles sont les choses que les victimes veulent dire le plus souvent à leur agresseur? Le plus souvent, ce qu'elles veulent dire. Et c'est là, ici, il faut faire des différences de... les femmes victimes d'inceste, Par exemple, oui. peut-être veulent dire à leur père ce qu'elles ont vécu. Et comment... Que c'était une souffrance pour eux. Elles sont persuadées que leur père ne sait pas ça. Et elles veulent leur dire. mais ça, c'est impossible qu'ils le sachent. C'est impossible Oui. qu'ils le sachent. Tout est particulier, M. Lalanne, vous comprenez. Des souffrances, c'est un mot. Des souffrances qui s'expriment à un père, c'est des souffrances que, bien des fois, je vous dirais, il est peut-être le seul qui va vraiment comprendre l'importance des souffrances de sa fille avec autant d'acuité et de précision, parce que ce qu'elle va lui rappeler, c'est comment... Vous savez, quand on met des mots comme trahison, c'est beau un mot trahison, mais quelle est cette trahison-là? Qu'est-ce qu'elle est? Et c'est complexe. Et c'est complexe. Ils se parlent les yeux dans les yeux. Bien entendu, oui. les yeux dans les yeux. Si c'est toujours possible, mais je veux dire, c'est une expression ici. Là. Est-ce que les gens se quittent des yeux? Bien entendu. Ça serait quand même assez Donc, difficile parce que vous allez me demander combien de temps ça dure, ces rencontres-là. Oui, c'est rare, c'est rarement, quelques heures. Ça peut aller jusqu'à... Au-delà de 2h, 2h30, on va arrêter. Oui, puis on va la fatigue s'installe. Et donc, vous allez avoir plusieurs rencontres. Souvent, c'est plusieurs. C'est déjà arrivé à quelques reprises que des personnes sont venues revoir. Mais la plupart du temps, c'est une fois. La plupart du temps, c'est une rencontre, oui. Et la victime aussi, elle a des questions spécifiques qu'elle voudrait poser? Elles sont... Oui, effectivement. Il y a des questions que je vous dirais... Les questions qui sont peut-être transversales sont des questions du pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça s'est passé? Je veux comprendre tout ça. Pourquoi tu t'es attaqué à moi? Je ne sais pas si c'est le mot attaquer, mais encore là, c'est rare que les gens vont utiliser. Je l'illustre. C'est rare que les gens vont dire le mot attaquer, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu avais en tête au moment où tu commettais ça? Qu'est-ce que tu avais en tête au moment où tu abusais de moi? Des questions non accusatrices, finalement. Simplement, je veux savoir. Je vous dirais, est-ce qu'elles sont non accusatrices? Elles n'ont plus besoin parce que la personne qui est face à eux assume complètement. Donc, la question, c'est de dire, je veux savoir, qu'est-ce que tu as fait comme effort? Montre-moi les efforts que tu as fait pour m'expliquer. Qu'est-ce que tu avais en tête? Comment tu es arrivé là? Et le détenu, lui, qu'est-ce qu'il veut dire souvent à sa le victime? détenu, la plupart des détenus avaient senti ou avaient compris qu'ils auraient à expliquer, qu'ils auraient des questions difficiles. Puis, en fait, ceux qui vont être le plus démunis, c'est ceux qui ne comprennent pas trop. Ils s'inquiètent, puis il y en a qui ont de la difficulté à tout à fait saisir. Est-ce qu'ils veulent... Ils cherchent à le communiquer, mais... Exprimer un remords, quelquefois, demander un pardon, quelquefois. J'ai pas vu de détenus se présenter là sans être très... honteux, avoir des remords, trouver la situation difficile et pesante pour lui. Et en plus... Il porte le poids de son agression. Si on peut dire ça, oui, c'est une expression. Il le porte, il l'assume, il se présente comme ça. Et ça, c'est... je pense pas qu'il
qu'ils soient libérés de ça. Certains estiment que c'est la... Je ne peux pas dire non à ça. Mhm. Je ne peux pas dire non à ça. Et qu'est-ce que ça change pour le détenu après qu'il a participé à cette rencontre? Qu'est-ce qu'ils vous disent que ça leur apporte ou que ça change pour eux? Bien, si ça peut paraître curieux, je pense que lorsqu'ils ont l'impression et même la certitude qu'ils ont répondu adéquatement, bien, il y a quand même quelque chose que j'ai bien fait dans cette situation-là. Mm-hmm. Et la victime, qu'est-ce qu'elle vous dit qu'est-ce que ça change pour elle d'avoir eu accès à ce genre de rencontre? Il y a des expressions assez fortes. Il y a des expressions assez fortes de victimes, puisque certaines vont dire il m'a rendu... En tout cas, je suis une nouvelle... Je ne serai plus jamais la même personne, mais il m'a permis de poursuivre mon chemin. C'est beaucoup. Mm-hmm. Bien, c'est une œuvre merveilleuse que vous faites. Ça s'appelle de la justice réparatrice. Ça se fait à l'intérieur du service correctionnel canadien. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio-VM. Vous écoutez la série Les Nouvelles Justices. Notre invité était aujourd'hui Serge Charbonneau. Il pratique la justice réparatrice à titre de médiateur au service correctionnel canadien. Ici Jacques Lalanne, je vous dis à la prochaine.